Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un live sur le droit du travail, ou plus précisément les enjeux juridiques de la relation au travail. Donc voilà, on révise pour l'évaluation qui aura lieu vendredi, donc une évaluation intermédiaire sur tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Bah justement, c'est l'objet de ce live. On va passer en revue ce qu'on a vu, mais surtout en fait garder l'essentiel, hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations euh, qui sont, on va dire, du surplus ou juste pour notre information. Alors on va vraiment garder les principes essentiels à savoir pour être apte à traiter nous-mêmes des études de cas classiques où il y aurait potentiellement des litiges euh, dans un contrat de travail ou de manière générale au travail. Alors, le but de ce cours, c'est pas d'être des experts en droit, c'est juste d'avoir les notions essentielles pour être apte à savoir quels sont nos droits et savoir quand est-ce qu'on est dans la légalité ou l'illégalité, hein, grosso modo. Donc ici, ce que vous voyez sous vos yeux, donc là, c'est vraiment l'illustration essentielle du cours. Si on a ça en tête, ça permet de résoudre au moins la moitié de tous les problèmes. Bon, ça en tête avec les explications qu'il y a à côté, hein, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle la pyramide, hein, que vous voyez ici. C'est la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, qu'est-ce que c'est? En fait, ça indique, donc c'est une structure pyramidale, hein, comme vous pouvez le voir. Ça indique en fait la priorité de chacun des documents, voilà, font, qui ont une valeur juridique, voilà. Donc tous ces documents que vous voyez, constitution, loi, contrat de travail, accord d'entreprise, etc., c'est une valeur juridique. Ça veut dire que chacun de ces documents peut être apporté comme preuve pour défendre un cas, notamment si on est amené à passer au tribunal. Donc, bien sûr, ce qui est à la base de la pyramide, donc notamment en premier lieu le contrat de travail. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait disparaître le. Ah, c'est ça, ok. Notamment le contrat de travail, donc en premier lieu, c'est le document qui régit à l'échelle individuelle, euh, typiquement les horaires qu'on va travailler, le nombre de jours de congé auxquels on a droit par an, la rémunération qu'on aura par mois, etc., etc. Donc c'est individuel, hein. Donc c'est vraiment on est à l'échelle de l'individu et c'est on va dire le document de base qu'on a lorsqu'on démarre un travail. Donc c'est un document contractuel. Ensuite, nous avons au-dessus qui prévaut sur le contrat de travail, donc il y a une valeur plus forte que le contrat de travail, ce sont les accords d'entreprise. Les accords d'entreprise, donc là, commencent à être de l'ordre du collectif, hein, parce que c'est dans une entreprise donnée, il y a un ensemble de règles qui sont établies par le patron et le comité de direction, hein, le CODIR. Donc CODIR, hein, c'est l'abréviation de comité de direction. Donc il fixe, et bien sûr en concertation avec les représentants du personnel, etc., il fixe les accords d'entreprise. Donc les accords d'entreprise prévalent sur le contrat de travail. Ensuite, on passe aux conventions collectives de branche qui ont une valeur encore supérieure aux accords d'entreprise. Avant, parce que là je parlerai juste après du cas particulier où maintenant il y a eu ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes, mais ça je reviens juste après là-dessus. Alors, les conventions collectives de branche, c'est quoi? C'est un ensemble de règles, hein, aussi, qui ont une valeur légale assez forte et qui permettent de définir le cadre de travail dans un secteur d'activité donné. Donc là, on est dans le secteur d'activité. Donc c'est un ensemble d'entreprises qui ont un secteur d'activité commun. Donc les secteurs d'activité, ils peuvent être définis assez formellement par, si je me souviens bien, c'est le code NAF. Vous pouvez voir chaque entreprise a un code NAF associé et en fonction du code NAF, il y a la convention collective qui y est associée. Le code NAF permet, si je me souviens bien, ça veut dire nomenclature des activités françaises, hein, sûrement. C'est ce code donc c'est un numéro, hein. Par exemple, si on tape sur internet un code NAF, hein, pour vérifier quand même, code NAF, voilà, voilà. Ah non, il s'appelle le code APE ou code NAF, hein, nomenclature d'activité française, voilà, c'est ça. Du coup, ça va permettre, en fonction d'un code à quelques chiffres et une lettre, je crois, ça donne la convention collective associée, parce qu'en fait, ça donne tout simplement le secteur d'activité dans lequel travaille l'entreprise. Donc c'est à partir de ce code-là qu'on peut savoir pour chaque entreprise, à quelle convention collective de branche elle est rattachée.
Ensuite, donc là, voilà, donc tout ça, sont des accords, enfin des textes auxquels on a facilement accès. Ensuite viennent les règlements. Donc là, on arrive à une étape supérieure. On devient au niveau régional, voire national, hein. Là, donc là, c'est à l'échelle de l'État déjà, hein. On arrive à l'échelle de l'État. Euh, Après viennent donc ça a une valeur supérieure encore à tout ce qu'il y a plus bas. Et enfin en haut viennent bon là toutes les blocs qu'on appelle blocs de constitutionnalité. Donc il y a la constitution qui est en tête, qui est la loi suprême, hein, auquel personne ne peut déroger. D'ailleurs, il y a même en France ce qu'on appelle un conseil constitutionnel, hein, qui veille à la bonne constitutionnalité des lois qui sont promulguées. Donc on les appelle aussi le conseil des sages, hein. Bon, c'est, je crois, 9 personnes, hein, qui voilà, vérifient en permanence chaque loi si elle est bien conforme à la constitution française. C'est-à-dire que la constitution, c'est ce qui définit le régime politique dans lequel on évolue. Hein, si on change drastiquement de constitution, on changerait de facto de régime politique. Donc ça serait plus la Cinquième République. La loi, en dessous, après la Constitution, comme je vous ai dit, chaque loi doit être soumise à la bonne constitutionnalité, c'est-à-dire que chaque loi est en dessous de la Constitution, parce que si elle ne respecte pas la Constitution, elle sera automatiquement rejetée. Donc la loi, bah, c'est le quoi? C'est le code du travail en fait, hein. Donc ça, c'est vraiment le document qui a la valeur légale la plus forte à l'échelle du travail, enfin au niveau du travail. Code du travail, il y a énormément d'articles de loi qui se situent dans cet ouvrage, qui est disponible, hein, à tous et qui est très et donc il est essentiel de s'y référer lorsqu'on est en situation de litige, hein. Il y a plein de d'articles, hein, qui pourront aiguiller l'argumentaire à développer en cas de litige si on va au tribunal. Donc code du travail essentiel. Et en dessous, bon, principes généraux du droit, jurisprudence, hein. Bon, ça c'est quand il y a une affaire nouvelle qui n'a jamais été traitée auparavant, on peut faire cas de jurisprudence, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a eu un comment dire, après enfin, il y a eu un jugement spécifique et du coup qui introduit une nouvelle loi, enfin un nouveau principe établi suite à un cas concret et traité. Donc voilà, ça va pour cette hiérarchie des normes? Ouais. Tu peux redire, ça veut dire quoi, NAF? Ah, c'est-à-dire nomenclature des activités françaises. Donc voilà. Ok. Donc c'est le code nomenclature des activités françaises. Donc ça définit en fait le secteur d'activité dans lequel se situe ton entreprise. Chaque entreprise a un code NAF. Et ce code NAF, eh ben, il permet de dire cette entreprise, elle est dans tel secteur d'activité. Et donc, comme elle est dans tel secteur d'activité, elle se réfère à telle convention collective. Par exemple, nous, en général, dans 90% des cas, dans ceux dans quoi on va travailler, ça sera la convention collective Syntec. C'est la plus répandue dans le milieu électronique informatique. Ok. Merci. Après, il peut y avoir certaines entreprises où c'est la convention des métallurgistes, si elles héritent, par exemple comme Thales, hein, j'y pense, Thales, c'est la convention des métallurgistes parce que c'est hérité d'un temps où bah, ils travaillaient l'acier, etc. Donc ils ont pas mal ils ont plus d'avantages que la convention Syntec, par exemple. Il y a des conventions collectives, hein, plus ou moins avantageuses, hein, bien sûr, selon la pénibilité du travail. C'est pour ça que c'est classé par secteur d'activité. Parce que, je sais pas, Ok. par exemple, avant, celui qui a éliminé le charbon, bah, a comme une pénibilité bien plus élevée que celui qui, je sais pas, qui est secrétaire dans un bureau, par exemple. Ouais, il y a une question? Bon, bah du coup, pour la hiérarchie des normes, ça c'est très important de l'avoir en tête parce que ça permet de savoir quel document prévaut sur l'autre, hein. C'est-à-dire que plus on va en haut, plus le document a une valeur juridique forte, en fait. Donc bien sûr, en premier lieu, c'est le contrat de travail, ensuite accord d'entreprise, convention collective, etc., jusqu'à la constitution. Mais de manière générale, le document qui fait le plus souvent et le plus fortement foi, c'est le code du travail. Donc voilà. Donc ça, c'est la hiérarchie des normes classique, hein. Donc c'est celle qui définit l'ordre, enfin la valeur juridique des documents. Mais par contre, il faut savoir que depuis, alors si je retrouve la date, hein, c'est depuis, ouais, depuis l'ordonnance Macron du 22 septembre 2017. Donc depuis, donc il y a eu ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Depuis le 22 septembre 2017, il y a eu l'ordonnance Macron qui a défini ce qu'on a, enfin qui a réalisé ce qu'on appelle une inversion
de la donc inversion de la hiérarchie des normes. Alors qu'est-ce que c'est l'inversion de la hiérarchie des normes? C'est tout simplement le fait que la pyramide telle que vous la voyez ici, eh ben, elle est plus exactement dans cet ordre-là. En fait, il y a deux documents juridiques dont la valeur ont été inversées. C'est les accords d'entreprise et les conventions collectives. Il y a eu un interchangement, c'est-à-dire que d'abord vous avez le contrat de travail et depuis le 22 septembre 2017, directement après, c'est les conventions collectives et au-dessus des conventions collectives, c'est les accords d'entreprise. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire qu'une entreprise a un pouvoir de décision beaucoup plus forte et peut outrepasser les conventions collectives pour imposer des accords qui soient plus favorables, pas forcément du coup pour le salarié, mais pour, on va dire, tout ce qui est la direction, quoi. En gros, depuis l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est quoi qui s'est passé? C'est que avant, il y avait ce qu'on appelait le principe de faveur envers le salarié. Ça veut dire que parmi tous ces documents légaux, eh ben, c'est celui qui profite le plus au salarié, qui est le plus avantageux au salarié, qui fera foi. Alors que depuis l'inversion de la hiérarchie des normes, le principe de faveur était remis en cause envers le salarié, était remis en cause et du coup, à partir de là, des dispositions moins favorables envers le salarié peuvent être négociées, quand bien même les conventions collectives lui offrent des meilleures choses. Bon, pour illustrer ça, typiquement, imaginons que, je sais pas, la convention collective Syntec, elle dise, je sais pas, il faut, je sais pas, vous avez le droit à, je sais pas, moi je dis des bêtises, 10 jours de RTT dans l'année, par exemple, alors que les accords d'entreprise disent, bah non, nous on n'en fixe que 5, et ben depuis 22 septembre 2017, bah ça sera les 5 RTT qui primeront sur les 10. Donc pour le salarié, c'est moins avantageux, mais comme il y a eu l'inversion hiérarchique des normes, ça marche, ça passe. Alors qu'auparavant, ça aurait pas été possible de faire ça. Ça va, vous voyez un peu ce que ça donne du coup. Ouais, ça va. J'ai capté. Donc voilà, donc juste ce qu'il faut retenir, c'est t'as l'image de la hiérarchie des normes, t'inverses convention collective, accord d'entreprise, et ça c'est l'inversion de la hiérarchie des normes qui est en vigueur hein, du coup hein, depuis 2017. Donc là on fonctionne comme ça maintenant. Donc voilà, donc là j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, c'est vraiment parce qu'en fait, en sachant tout ce que je vous ai dit là, vous avez, je dirais, 50% des connaissances en droit du travail, enfin, en tout cas ce qu'on nous apprend actuellement, parce que de ça découle énormément de choses en fait, et permet de comprendre un peu tout ce qui se passe après. Parce qu'après, de toute façon, hein, comme je vous le disais, l'évaluation, il y aura sûrement des études de cas, et les études de cas, c'est quoi? Ça se basera énormément sur le code du travail, dont on aura certainement des extraits en annexe. Et du coup, il faudra juste analyser les articles et faire correspondre les articles, enfin faire plutôt invoquer les articles qui seront pertinents pour voilà, répondre à l'étude de cas. Donc ça, c'est juste de l'analyse assez basique, hein. Là, juste ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce que je viens de dire ici. Après, donc tout ça, c'est résumé en fait dans le premier document de cours, hein, où il y a écrit introduction et chapitre 1, les sources du droit du travail et ses acteurs. Donc là, on aura fait quasiment tout ce chapitre. Juste, je rajouterai pour compléter et qu'on ait bien en tête les choses, parce que bien sûr, pour appliquer tout ça, il y a ce qu'on appelle voilà, les acteurs du droit du travail. Alors, ça c'est important d'avoir en tête qui sont les acteurs. Donc, quels sont les êtres humains qui interviennent dans tout ça et qui sont là soit pour contrôler, pour veiller à la bonne application du droit ou pour faire remonter les alertes. Alors, donc bien sûr, bon, en premier, il y a un organisme hein, qui s'appelle l'OIT pour Organisation internationale du travail. Donc l'Organisation internationale du travail, c'est quoi? C'est une instance bah, comme son nom l'indique, international, donc c'est à l'échelle mondiale. C'est un équivalent, voilà, en fait c'est une institution qui est spécialisée de l'ONU. Donc l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, donc c'est une entité de l'ONU qui traite les questions d'emploi, de travail et de protection sociale. Donc le but c'est d'avoir en fait un référentiel mondial pour fixer les droits du travail, hein, tout simplement, pour qu'il y ait une base commune quand même à l'ensemble des êtres humains. Ensuite, il y a, bon, bien sûr, il y a l'employeur, hein. L'employeur qui est le fournisseur de travail et qui
impose de fait une relation de subordination au salarié lorsqu'il l'emploie. Donc l'employeur, c'est un acteur essentiel hein, du droit du travail parce que ça va plutôt être lui en général qui va challenger un peu tous les droits en vigueur, hein. Enfin bon, lui, il y a plusieurs pouvoirs, hein, l'employeur. Donc, plusieurs pouvoirs. Il y a un pouvoir de direction, un pouvoir de surveillance, un pouvoir disciplinaire, un pouvoir de gestion. Tout ça pour dire que, en gros, l'employeur est la personne légale et compétente pour recadrer, éventuellement virer un salarié s'il a dépassé les bornes. Donc voilà. Et donc voilà, rien de plus à dire spécialement sur l'employeur. Euh, Bon, ouais, comme je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a une relation de subordination. L'employeur forcément recrute des salariés. Les salariés doivent, entre guillemets, quand même se soumettre à l'organisation du travail, aux règles établies. Euh, voilà, parce que derrière, l'employeur leur a fourni un travail, leur fournit un salaire en échange d'un travail bah, réalisé. Donc ça implique quand même une relation de subordination. Et d'ailleurs, tout ce qu'on voit là, le droit du travail, c'est là pourquoi? C'est pour rééquilibrer les pouvoirs. Parce que par défaut, hein, depuis tout temps, bah forcément l'employeur, c'est en général, c'est celui qui a un pouvoir quand même fort, hein. C'est celui qui a le plus de pouvoir. C'est celui voilà, qui a beaucoup plus de liberté dans ses choix, beaucoup plus, et puis il peut être, voilà, il peut traiter ses salariés un peu comme il veut autrefois, hein, quand il n'y avait pas le droit du travail. Justement, le droit du travail est venu pour rééquilibrer les pouvoirs et faire en sorte que les salariés bah, ne soient pas maltraités, hein, grosso modo, et que l'employeur ne puisse pas faire non plus tout et n'importe quoi. Il faut quand même un cadre réglementaire pour, en fait, assurer. Le but, c'est d'assurer une relation saine et durable entre l'employeur et les salariés, en fait, hein. C'est ça le but du droit du travail. Donc c'est vraiment pour assurer une relation saine hein, dans les deux sens, tout simplement. Que l'employeur abuse pas de son pouvoir et que les salariés aussi euh, bah, savent quels sont leurs droits et leurs devoirs. Donc voilà, donc c'est vraiment ça, c'est pour assurer une relation saine en fixant en fait un cadre identifiable, euh, et accepté hein, aussi par tous. C'est important ça. Fiable et accepté par tous. En gros, c'est des règles du jeu, tout simplement. C'est des règles du jeu qui sont fixées pour bah, que ça se passe bien. Donc ça, c'est quoi? C'est le droit du travail. Droit au travail. Voilà pourquoi ça existe. Après, en notre acteur pour le droit du travail, justement, on a l'inspection du travail. Ça, c'est un acteur très important, parce que l'inspection du travail est là pour euh, contrôler. En fait, l'inspection du travail peut passer de manière inopinée dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer de jour comme de nuit sans prévenir. Ils peuvent prévenir, mais ils peuvent ne pas prévenir. Et quoi qu'il en soit, l'employeur a pour obligation de toujours laisser la porte ouverte à l'inspection du travail. C'est dans la loi. Et leur but à l'inspection du travail, c'est qu'en tout moment, c'est de contrôler que tout se passe bien dans l'entreprise, qu'il n'y ait pas de, bah, je sais pas, pour veiller que tout est en respect avec la loi, tout simplement, et qu'il n'y ait pas d'exploitation des salariés, qu'il n'y ait pas de danger, enfin que les salariés aussi n'encourent pas de danger proche et imminent, c'est-à-dire que toutes les mesures de sécurité, par exemple pour le travail en usine, hein, je pense, soient appliquées. Par exemple, je sais pas, le port des EPI, etc., si c'est vraiment des environnements industriels assez dangereux. Voilà, l'inspection de travail charge de contrôler tout ça dans le but en fait de veiller à la bonne application tout simplement des lois et du code du travail. Et si jamais il constate quelque chose qui ne va pas, bah là il fait remonter à l'entité compétente, parce que l'inspecteur du travail ne peut pas sanctionner directement l'employeur. Il ne fait que remonter ce qu'il constate et c'est l'entité au-dessus, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui va se charger de punir éventuellement, d'infliger des sanctions ou de carrément traîner au tribunal s'il y a des choses trop graves qui ont été constatées dans l'entreprise. Donc c'est vraiment une mission de contrôle avant tout, hein. Donc lui, inspection du travail, il contrôle mais il ne punit pas, il ne peut pas sanctionner. Il peut juste remonter les informations et derrière, l'entité compétente pourra éventuellement sanctionner.
Après, le service public de l'emploi, donc là c'est Pôle emploi, hein, tout simplement en France, hein. Donc Pôle emploi qui ont pour mission un organisme public, hein, géré par l'État, qui a pour mission, grosso modo, de réduire le chômage et d'encourager à l'emploi en aidant à l'insertion professionnelle, notamment par des missions d'orientation, hein, c'est-à-dire en aidant à trouver la voie à toutes les personnes qui seraient potentiellement perdues dans leur chemin de vie, hein, tout simplement, pour les aider à trouver une vocation. Ensuite, nous avons conseil, donc là, dans notre registre, hein, le conseil des prud'hommes. Donc, conseil des prud'hommes, ça, c'est assez connu. Donc là, c'est en termes, enfin, s'il y a un litige entre employeurs salariés ou même entre salariés eux-mêmes, ils peuvent faire appel au prud'homme, qui est en fait une juridiction mixte paritaire composée de juges salariés et juges employeurs non professionnels. Voilà. Donc en gros, c'est voilà. Donc c'est juste en fait c'est une étape avant d'aller carrément en justice, hein. Le prud'homme, c'est ils essayent de trouver un compromis, un accord entre les parties en conflit. Donc ils jouent quand même surtout avant tout le rôle de médiateur. Et si jamais ils ne parviennent pas à un accord, alors bah là ça passe ce qu'on appelle il y a intervention du juge départiteur. Et là c'est un magistrat professionnel. Et là du coup là c'est ça a des enjeux juridiques un peu plus élevés. Donc, le conseil prud'homme, c'est la première étape quand il y a un litige, en général en entreprise. Et enfin, nous avons. Alors, je rajouterai aussi encore un autre truc après, mais nous avons dans le poli, tel qu'ils sont présentés, les syndicats professionnels. Donc là, on en connaît tous, syndicats professionnels. Donc là, par exemple, voilà, hop, syndicat professionnel, par exemple CGT, CFDT, il y a aussi, je crois, la CNT, aussi, Confédération nationale du travail. Après, je sais pas, il y en a plein d'autres, hein, etc. Voilà, donc ça, c'est les syndicats. Donc, c'est des organismes, hein, qui sont censés défendre les droits des travailleurs à l'échelle en général d'une entreprise ou d'une organisation. Ce sont eux en général qui organisent les grèves généralisées, les actions coup de poing ou les manifestations, hein, aussi, etc. À l'échelle souvent nationale ou régionale. Et aussi individuels, ils œuvrent pour conseiller les salariés dans leurs droits éventuellement, parce qu'il y a toujours des personnes syndiquées en général dans chaque entreprise, enfin, d'une certaine taille en général, pour voilà, conseiller les salariés dans leurs droits, etc. Il faut savoir que les personnes syndiquées, ils ont un statut particulier où ils ont le droit, par exemple, je crois, enfin, ils ont des heures réservées voilà, pour leur syndicat, etc. Voilà. Et moi j'ajouterais du coup à tout ça, parce que c'est le fait d'avoir évoqué les syndicats qui me le rappelle, c'est que dans une entreprise, un acteur important, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le CSE. CSE, c'est le comité, donc ça on l'avait déjà vu en management, c'est le comité social et économique. Donc comité social et économique, pour mieux comprendre ce que c'est, faut revenir à ce que c'était avant en fait. Parce que le CSE a été créé, je crois, bah, justement depuis les ordonnances Macron là en 2017, hein, si je me trompe pas, ou même un petit peu avant peut-être lorsqu'il était ministre de l'économie sous François Hollande. Euh, enfin bref, le CSE, en fait, c'est quoi pour comprendre ce que c'est? Mais en fait, c'est l'agrégation de trois entités qui étaient le CE pour comité d'entreprise, plus les DP, c'est les délégués du personnel, plus le CHSCT, voilà. CHSCT. Donc c'est le comité hygiène, sécurité et je ne sais plus quoi au travail. Donc en gros, c'est le comité qui gère toutes les questions d'hygiène, de sécurité, de santé, etc. au travail. Donc voilà, le CSE, c'est l'agrégation des trois, et en comprenant que c'est l'agrégation des trois, on comprend mieux ses missions. Donc en gros, le CSE a à la fois des missions pour alerter s'il y a un gros problème dans l'entreprise, par exemple, c'était la mission du CE. Donc si des lois ne sont pas, enfin si des accords d'entreprise sont pas respectés en général par la direction, ou le CE aussi, on les connaît très bien, nous, plus personnellement, peut-être pour les avantages qu'ils peuvent offrir en chèque cadeau, etc. Parce qu'en général, les CE, ils ont des accords avec, voilà,
d'autres entités pour proposer à des tarifs préférentiels, des chèques resto et tout ça, en échange d'une compensation sur le salaire. Mais en général, on y gagne. Donc les CE sont aussi un organisme important pour vivifier, on va dire, la vie salariale et proposer voilà, de beaux avantages, quoi. Le DP, alors les DP, les délégués du personnel, ce sont les premiers représentants des salariés au niveau de la direction, au niveau du CODIR, hein, comité de direction. Ce sont les intermédiaires principaux pour faire remonter les problèmes personnels ou d'organisation constatés dans l'entreprise. Donc, principaux interlocuteurs entre salariés et comité de direction, c'est l'intermédiaire. Et CHSCT, c'est comité hygiène sécurité santé, donc c'est vraiment eux qui veillaient à l'application des normes de santé, de sécurité au travail, qui veillait si les salariés avaient, par exemple, comme je disais tout à l'heure, travaillé en usine, s'ils avaient bien accès aux EPI, qu'ils étaient bien fournis, qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Sinon, ils pouvaient râler à la direction et ils pouvaient même, si jamais en cas de danger imminent et grave constaté, ils pouvaient organiser des grèves ou quoi pour protéger la santé et la sécurité des salariés, par exemple. Donc tout ça, voilà, ce sont ces trois entités qui ont été réunies en une seule, qui s'appelle le CSE, Comité social et économique aujourd'hui, donc qui assure les trois fonctions de ces trois entités distinctes, mais de manière un peu plus condensée, on va dire, vu que c'est réuni en une seule entité. Voilà. Ça va du coup pour tous les acteurs là, du travail? Bon, du coup ça si c'est bon, là on a vu l'essentiel, donc après avoir vu la hiérarchie des normes et les acteurs dans le droit au travail. Et ben là, on est paré vraiment pour traiter les études de cas, parce que après, de toute façon, les chapitres suivants, parce que là, en gros, on a fait vraiment le premier poly, mais les chapitres suivants sont des compléments ou des petits ajouts par rapport à tout ça. Ça, c'est vraiment la base, hein, du droit du travail. Une fois qu'on connaît les acteurs, les textes et comment, quelle est la logique d'articulation de ces textes, enfin, en termes de valeur légale, bah après c'est tout, hein. Après, on sait comment faire. Par exemple, je vois, le chapitre 2, c'était quoi? C'était le recrutement et l'embauche du candidat. Donc oui, oui, on a eu tout un chapitre sur... ouais. Bon, ça c'était un petit chapitre, hein. C'était en gros pour voir de manière légale comment fonctionne l'embauche et qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc bon, là a été traité. Donc tout ça, là, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, hein, c'était chapitre introductif plus chapitre 1. Chapitre 2, on va le voir là en 2 minutes, parce qu'en fait ça peut être résumé en peu de choses. Chapitre 2, c'est quoi? C'est par rapport à l'embauche. Donc là, c'est un focus, hein. C'est vraiment un zoom sur une situation pratique de notre vie, bon, pas quotidienne, mais de notre vie courante, on va dire. On passe tous par l'étape d'embauche, hein, pour entrer dans une entreprise, hein. De manière générale, on a souvent un entretien d'embauche, sauf cas exceptionnel de copinage, hein, si je puis dire, de piston ou si c'est des toutes petites entreprises. On peut éventuellement outrepasser cette étape. Ou alors si on est assez petit, hein, si on demande un stage au collège ou quoi, on peut ne pas avoir ce type d'entretien. Mais quoi qu'il en soit, dans 90-95% des cas, on doit passer par là pour pouvoir intégrer une entreprise. Donc, c'est quand même important de savoir quels sont les droits qui régissent ce type d'entretien. Euh, Alors, bon, ce qu'il faut en retenir juste, en gros, c'est surtout sur les discriminations, hein, parce que justement, ce qui peut surtout poser problème, tout simplement dans un entretien d'embauche et son issue, c'est les discriminations. C'est-à-dire que normalement, lorsque on fait un entretien d'embauche, pour que ce soit juste, pour que ce soit correct, on va dire, pour que ça soit correct, c'est-à-dire, voilà, pour qu'il y ait une décision mesurée, équilibrée qui en sorte, il faut que l'entretien soit juste, donc c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de discrimination sur, je ne sais pas, la religion, l'âge, le sexe, la couleur de peau, etc. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination sur toutes ces choses-là parce que ça biaise le jugement et on n'est pas objectif, hein. On tombe sur des biais cognitifs qui font que on aboutit à une décision pas juste, mais une décision idéale selon notre conception des choses, hein. Et du coup, c'est pas bon.
Il faut qu'il soit donc juste, il faut qu'il soit libre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le candidat se sente oppressé, se sente avec un pistolet au crâne, quoi, en gros, hein. C'est-à-dire, il faut pas que l'employeur lui fasse comprendre, lui mette la pression dès le début en disant que, je ne sais pas moi, si, je sais pas, s'il est pris, bah, il est pas en droit de réclamer tel salaire, etc. Enfin, il faut que ça soit libre, hein. Il faut que le candidat soit libre de s'exprimer, qu'il n'y ait pas de pression qui soit exercée sur le candidat de la part du RH hein, qui mène l'entretien. Et il faut aussi et surtout que à l'issue de l'embauche, qu'il y ait une date claire et respectée de retour de cet entretien. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un retour pas trop long et qu'il y ait un retour, quoi, qui soit fait sur le fait qu'on est pris ou non sur l'entretien, parce que sinon ça peut être frustrant et peut-être si on trifouille bien les articles de loi, on peut aller titiller un petit peu le RH sur le fait qu'il ne nous ait pas rendu sa décision ou qu'il nous ait rendu la décision bien trop tard par rapport à ce qui a été fixé. Mais bon, ça encore, euh, va-t-en démontrer ça, quoi, hein. C'est la parole, enfin sa parole contre la tienne, hein. Donc bon, ça c'est encore des principes, hein. C'est théorique, hein, tout ça. En pratique, bah, c'est pas vu, pas pris, ou c'est ta parole contre la sienne, quoi. Donc bon. L'existence de liberté d'embauche, ses limites, voilà, donc c'est ça, donc normalement, donc il faut à la fois que l'entretien d'embauche soit libre, mais il faut que surtout aussi que l'employeur ait sa liberté d'embauche, c'est-à-dire qu'il a ses critères de recrutement, mais il faut que ce soit des critères en adéquation avec l'entreprise. Parce que là, ce que j'ai mis ici, c'est du point de vue, on va dire, du candidat, mais maintenant, là, du point de vue de l'employeur, du recruteur, eh ben, il y a des critères de recrutement, hein, souvent qui doivent satisfaire une production, un besoin à répondre dans l'entreprise. Donc là, c'est liberté de choix de la part de l'employeur, enfin de la part du recruteur. C'est quand même son métier, donc il doit quand même avoir ce degré de liberté pour choisir en fonction des éléments qu'il a à sa disposition. Donc voilà, donc ça, encore une fois, c'est une balance, hein. Là, on en revient en fait, comme je vous disais tout à l'heure, le droit du travail est censé fixer une balance entre salariés et recruteurs. Enfin, là, pas encore salariés, mais en tout cas, demandeurs d'emploi ou candidats en situation potentielle d'embauche. Donc c'est encore une fois, c'est la balance, hein, c'est un équilibre. Un équilibre à avoir entre le respect des droits de chacun, hein, tout simplement. Donc bien sûr, hein, pour tout ça, il y a des articles hein, de loi qui existent, hein. Bon, je vais pas les citer parce que de toute façon, on les aura en annexe, hein, si on a affaire, enfin si on doit les utiliser. Et voilà. Et puis il y a aussi des dates, hein, apparemment. Voilà, il y a des dates quand même qui sont prescrites hein, par la loi hein, pour les formalités d'embauche en termes de retour, en termes de réponse. Par exemple, donc là, j'ai rien de plus à dire hein, sur ce chapitre. Juste si ce n'est qu'on va prendre un exemple concret juste pour illustrer, hein. Et après, on pourra passer au dernier chapitre et on aura fini. Donc, juste un exemple concret pour illustrer un entretien d'embauche ou même juste avant l'entretien d'embauche, hein, ce qui est l'annonce, hein, au niveau de l'annonce. L'annonce ou offre, hein, offre de travail, hein, tout simplement, qui serait publiée je ne sais où. Bah, par exemple, si on prend le TD là, du chapitre 2, le cas numéro 4, extrait d'une offre d'emploi proposée pour parution à l'APEC. Bah, l'offre, elle dit quoi? L'offre d'emploi, elle dit que elle recherche un ingénieur homme ou femme à partir de 40 ans, il est précisé entre parenthèses. Système ZOSMQ, informatique et télécommunications. Donc là, j'irai pas plus loin, il y a 3 lignes après pour décrire un peu l'entreprise qu'elle fait et ce dont elle recherche. Mais déjà, ingénieur homme ou femme, bon ça y a pas de souci, on est tous soit des hommes ou des femmes, enfin donc du coup il n'y a pas de discrimination sur le sexe. Donc soit bon, il n'y a pas de souci, mais par contre il est écrit entre parenthèses à partir de 40 ans. Donc là il y a une discrimination, hein, donc je cite, hein, il est écrit dans l'étude de cas numéro 4. Certes, peut-être l'entreprise a ce critère-là, mais en termes, au niveau de la loi, hein, c'est-à-dire le code du travail qui a
plus de valeur légale que les accords d'entreprise ou conventions collectives, ou même le contrat de travail, et ben, on a le droit à aucune discrimination sur l'âge, sur le sexe, etc. Sauf que dans l'offre d'emploi, il est écrit à partir de 40 ans, entre parenthèses. Donc il recherche une personne qui a plus de 40 ans pour enfin pour occuper le poste qu'il a pour voir. Et ben ça, à partir de 40 ans, ça constitue une discrimination sur l'âge qui peut éventuellement être répréhensible si quelqu'un sonne l'alerte. Bon, après, encore une fois, il faut que la justice prenne le temps de se mêler de ce genre de choses, hein. Parce qu'on connaît bien comment la justice elle est aujourd'hui. Elle prend son temps avec les petites affaires et voilà. Donc voilà, donc ici une discrimination sur l'âge. Donc en théorie, hein, encore une fois, en théorie, c'est répréhensible par la loi. Parce que, bon, une offre d'emploi n'est pas censée faire discrimination quelconque sur ce genre de critères. Donc voilà, ça va pour l'entretien d'embauche. Bon, du coup, Yes. si c'est bon, bah, on peut passer au dernier chapitre et on aura tout revu. Enfin, en tout cas, on aura revu l'essentiel, hein. Là, vraiment, le but, c'est d'avoir. On avait fait ça en cours? Je me Ouais, rappelle quasi de rien, tu vois. mais ça va, du coup, c'est clair tout ce que je dis. Bah ouais, après ça va, c'est logique pour l'instant, c'est Après, cool. c'est beaucoup de bon sens, hein, tu vois. Ouais, bah oui. En fait, il y a un peu, ça mélange de culture générale, hein, j'ai envie de dire, et de bon sens, hein. Parce que bon, après ça, bon, il y a juste la hiérarchie des normes qui est vraiment, on va dire, une notion. Bon, moi j'avoue, je connaissais pas avant. C'est un truc Mais ça intéressant à faut savoir. l'apprendre ça ou Ouais, c'était dans le cours? Je me rappelle en pas. fait, ce qu'il faut apprendre, c'est surtout les trois premières strates. Ok. Bah, il faut savoir que bon, d'abord, ce qui régit ton statut légal au travail, c'est Ton d'abord contrat de ton contrat de travail. travail, c'est ça qui fait foi. Mais ensuite, tu as Après tu les accords fais ce d'entreprise que et les tu peux avec conventions ton collectives. entreprise. Mais Ok. il faut avoir aussi en tête qu'il y a l'inversion des normes depuis 2017, parce que maintenant on vit dans ce cadre législatif, hein. Donc il faut bien savoir qu'en fait maintenant c'est plus enfin, conventions collectives et accords d'entreprise sont interchangés en termes de valeur légale. Et concrètement, c'est comme je disais tout à l'heure, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en gros, les accords d'entreprise ont une valeur juridique plus forte que les conventions collectives. Entre autres, si dans la convention collective, tu avais des dispositions qui t'étaient plus favorables que les accords d'entreprise, et ben maintenant c'est plus valable et c'est les accords d'entreprise qui prévalent. C'est comme je disais tout à l'heure, l'exemple, si la convention collective te donne 10 jours de RTT par an à poser, alors que les accords d'entreprise t'en donnent 5 avant 2017, bah, tu avais 10 jours de RTT, ça y avait pas de souci. Même si les accords d'entreprise voulaient donner moins, ils pouvaient pas. Alors que maintenant, bah, ils peuvent, hein. C'est-à-dire que s'ils disent bah, tu as 5 jours de RTT, alors que la convention collective elle dit 10, bah, si les accords d'entreprise ont été votés par tout le monde et que c'est en place, bah, tu n'auras que 5 jours de RTT. Quand bien même, la convention collective te dit que tu en as 10. Tu vois? C'est comme ça que ça marche. Et finalement, du coup, l'inversion des normes, la hiérarchie des normes, c'est un peu illogique, hein, parce qu'on voit que l'ordre de la hiérarchie des normes, comme elle était auparavant, hein, comme on la voit sur cette pyramide, bah, elle est logique parce qu'elle part du plus petit, enfin de l'individu jusqu'à la nation avec la Constitution. C'est un ordre, on va dire, social, hein. C'est-à-dire que tu pars de l'individu, d'un petit collectif pour arriver à un grand collectif qui est un ensemble d'entreprises. Ensuite, tu arrives à l'échelle régionale étatique jusqu'à l'échelle suprême nationale qui régit tout, la Constitution. Alors que l'inversion des normes, finalement, elle inverse bah, l'ordre social, finalement, qui devient un petit peu plus chahuté, chamboulé, on va dire. Voilà. C'est vraiment ça qui est important à retenir en termes de notions, hein, sur le cours des enjeux juridiques de la relation de travail. Après, les acteurs, bon, on les avait plus ou moins en tête, mais là, c'est important de les avoir un peu tous en tête, hein, pour savoir un peu ce qu'ils font. Et bon, l'embauche, hein, c'est un zoom, hein, c'est un chapitre qui fait un zoom, hein, sur ce cas particulier-là. Parce que hein, bah, on est tous confrontés au moins une fois à ça dans sa vie, hein, donc c'est bon de savoir un peu ce qu'il en est. Mais grosso modo, il n'y a pas plus de choses spéciales à savoir que ce que je viens de dire. Mais en tout cas, pas essentiel pour l'interro, hein. Et là, on peut passer au dernier chapitre, si vous n'avez pas de questions. Non, c'est bon. Bon, bah nickel. Et puis à la fin, de toute façon, peut-être pendant 5 minutes, on fera une synthèse de tout ça, et puis voilà. Alors, bah là, ça fait. Juste, Ouais, l'interro va portera sur 2 heures ou bien sur une heure. 1 heure. Ouais. L'interro, elle dure 1 heure sur les deux. C'est Ok, une du coup, interro intermédiaire. ouais, ça sera sur les 3 chapitres. 1 heure sur les 2 heures.
Exactement. Et elle portera, et encore là sur le troisième chapitre, je vais faire qu'une partie parce qu'elle a dit que le chapitre 3, comme on n'a pas tout vu, et même elle a dit de réviser pas trop loin non plus. Ok, donc là, essentiellement, ça va être un chapitre. C'est ça. Donc l'interro, elle portera sur l'intro, le chapitre introductif que je vous ai fait, avec la hiérarchie, bah, même avant la hiérarchie des normes, en gros, qu'est-ce que le droit du travail vite fait, plus chapitre 1, là où c'est la hiérarchie des normes, en gros, hein, la pyramide qu'on a vu au début, plus chapitre 2, et les acteurs aussi. Et chapitre 2, c'est le zoom sur l'entretien d'embauche, mais il faut juste savoir un peu ça, hein, c'est tout. Et surtout, en gros, repérer quand dans des annonces ou quoi, il y a des discriminations, quelles qu'elles soient. En gros, par la loi, c'est pas accepté. Et début, chapitre 3. Donc là, ce que je vais vous présenter maintenant. Ça va? Donc, on a vu tout ça. Et maintenant, il reste à voir le début du chapitre 3. Donc là, en 5 minutes, ça va aller assez vite. Parce que, en fait, là, c'est quoi le chapitre 3? Eh ben, chapitre 3, c'est tout simple. Et en plus, là, ça nous concerne. C'est plus concret pour nous. C'est le contrat de travail. Donc le contrat de travail, vous l'aurez deviné, c'est encore une fois, c'est un zoom sur la première strate de la hiérarchie des normes. Donc c'est ce que je vous disais au tout début, de tout ce qu'on a vu, enfin tout ce qu'on verra après, c'est des zooms ou des choses qui découlent de ces principes généraux. Donc là, on va faire un zoom sur le contrat de travail, comment ça marche, comment ça s'applique, comment ça s'établit, quelle est sa valeur juridique, voilà, etc. Qu'est-ce qu'un contrat de travail d'abord, hein? Qu'est-ce qu'un contrat de travail? Quelle forme il peut y avoir comme contrat de travail? Ça, c'est très important. On va commencer par ça. Un contrat de travail, eh ben, c'est trois éléments. En termes légaux, hein, là, je parle, parce que là, tout ce qu'on voit maintenant, c'est pour ce que c'est une valeur légale, hein, c'est une valeur défendable devant la justice. Parce qu'après, bien sûr, tu peux faire tout et n'importe quoi, hein, ça c'est sûr. Mais pour que c'est une valeur légale, c'est quoi un contrat de travail? Il faut qu'il y ait une prestation de travail. Une prestation de travail, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un thème, des missions. Ce pourquoi tu vas être embauché. Qu'est-ce que tu vas faire, grosso modo? Deuxième chose, il faut qu'il y ait une rémunération qui apparaisse dessus. Rémunération. Bien sûr, nous, pour ceux qui sont en contrat pro, prestation de travail, rémunération. Bon, prestation de travail dans une moindre mesure, c'est synthétisé, je crois, sous la forme d'un thème ou d'un titre, mais ça reste quand même une prestation de travail. Une rémunération, c'est affiché clairement sur notre CERFA. Et un lien de subordination. Ça aussi, c'est affiché clairement, c'est tuteur entreprise, etc. Et le nom de l'entreprise qui nous embauche. Un lien de subordination, c'est tout simplement qui est entre guillemets notre maître ou notre patron, hein, grosso modo, qui est la personne qui, bon, j'allais dire qui a pouvoir sur nous, mais c'est un petit peu le cas, mais on va dire, qui est la personne enfin, la personne compétente, voilà, la personne compétente pour nous accompagner dans l'entreprise et nous donner le travail à accomplir, tout simplement. Donc voilà, un contrat de travail, il faut qu'il y ait ces trois éléments. Quand il y a ces trois éléments, on définit un contrat de travail. C'est au minimum, hein. Après, il peut y avoir plus de choses, et il y a souvent plus de choses, bien sûr, mais c'est les trois éléments minimaux pour que le contrat de travail soit reconnu en tant que tel sous sa forme juridique, pour que ce soit reconnu juridiquement, pour que c'est une valeur juridique. Donc voilà, ça c'est essentiel. C'est vraiment les trois choses pour le contrat de travail. Après, ces trois éléments, ils peuvent être retranscrits de différentes manières. Et là, pour le coup, ça va peut-être être un peu étonnant pour vous, et même pour moi, ça l'a été. C'est qu'un contrat de travail, c'est pas forcément un document écrit. En général, 99% des contrats de travail tels qu'on les connaît, c'est des documents écrits, formels, signés, etc. Mais, mais, dans les conditions de forme, ils disent bien que, en principe, le formalisme du contrat est allégé puisqu'il résulte de l'article L 1221 alinéa 1C du Code du travail qui dit que, donc encore une fois, Code du travail, hein, il fait foi sur beaucoup de choses. Cet article-là dit du contrat de travail qu'il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Ainsi, en principe, le contrat de travail peut être verbal. Donc bon, par défaut, un contrat de travail est forme écrite,
est signé par les parties, forme écrite et signée par les parties intéressées, hein. Donc ça, c'est vraiment la forme conventionnelle et classique et qui est la mieux, hein, finalement, parce que bah, c'est une preuve gravée, hein, gravée dans le marbre, hein, si je puis dire. Les parties intéressées avec un U quand même. Et bon, par contre, voilà, forcément, cette liberté laissée par le législateur français est très artificielle pour deux raisons. Parce qu'il y a une directive européenne publiée le 11 janvier 2019 qui dit que une obligation de transmission de l'information de base aux travailleurs dans les plus brefs délais, au plus tard dans un délai sous forme électronique. Et deuxième raison, précaution d'ordre probatoire. En pratique, il est recommandé de rédiger un contrat de travail écrit pour faciliter la preuve, voilà, en cas de litige sur le contenu, sur la partie du contrat de travail. Mais par contre, il peut être quand même oral. Un contrat de travail a une valeur quand même s'il est oral, mais après, encore une fois, va-t-on dire que ah bah il m'a dit ça alors qu'en fait il respecte pas au quotidien, bah elle ou la preuve quoi. Tu reviens toujours au même problème. Mais au niveau de la loi, c'est accepté. Tu peux travailler en ayant un contrat de travail qui a été discuté dans les bureaux de l'entreprise sans document écrit qui en ressort. Mais bon, à éviter, hein, mieux vaut toujours demander une forme écrite hein, pour la preuve juridique. Donc ça quand même c'est mauvais parce que preuve en cas de litige, bah s'il y a un litige, bah t'as pas vraiment de preuve en fait. Voilà. Donc mais bon, on peut faire sous forme orale, c'est possible. Mais bon, bah, mieux vaut se forme écrite. Après, alors les conditions de validité quant au fond. Alors, non, forcément, bon, comme bah là, de toute façon, ça c'est simple. Cette partie, pour qu'un contrat de travail soit valide, il faut tout simplement qu'il se soumette à tous les textes qu'il y a au-dessus de lui. Donc là, CF, hiérarchie des normes. C'est pour ça que je vous dis, hein, si vous connaissez la hiérarchie des normes, vous connaissez plein de choses, hein. Vous connaissez la majorité de comment fonctionne le droit du travail. Parce que le contrat de travail est valide uniquement si satisfait aux accords d'entreprise, aux conventions collectives de branche, aux règlements, aux principes généraux de droit, la loi et la Constitution. Ah oui, parce que, par exemple, dans la Constitution, prenons un exemple. Dans la Constitution, nous avons inscrite en prologue, hein, si je ne me trompe pas, de la Constitution française, de la Ve République, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et par exemple, il y a un article hein, enfin, de cette déclaration de l'homme et du citoyen, enfin, il y en a même plusieurs, hein, qui traitent de la liberté de l'être humain, etc. Bah, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Par exemple, ça c'est le premier article de la DDHC. Et ben voilà, ça c'est dans la Constitution. Parce que la DDHC est inscrite dans la Constitution française. Et ben, imaginons qu'il y a un contrat de travail qui dit bah, tu vas travailler pour une rémunération de 0 €, hein, donc tu n'es pas rémunéré. Bon, déjà, comment dire, bah, tu es en tort vis-à-vis de la loi qui fixe un salaire minimum quand même hein, quand tu travailles. C'est le SMIC ou un peu moins dans des cas particuliers, mais tu as un salaire minimum. Tu peux pas être payé 0 €. Tu peux pas travailler pour gratuit. Donc déjà, tu déroges à la loi. Et en plus, si tu es payé vraiment 0 € et que tu travailles, bah là, ça s'appelle l'esclavagisme, hein. T'es réduit en esclavage. Et là, t'as plus la notion de liberté, enfin libre, égaux droit. Donc, tu déroges aux principes fondamentaux de la Constitution française. Donc déjà, tu vois, rien qu'avec un exemple comme ça, tu vois qu'il y a deux, et puis même peut-être en dessous, il doit y avoir des règles sur ça. Tu déroges aux textes qui sont situés au-dessus du contrat de travail. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le contrat de travail doit se soumettre aux textes de loi qui sont au-dessus de lui, c'est-à-dire tout ça dans la hiérarchie des normes. Ça va ça? Donc, tout ça pour dire que, alors, ils doivent se soumettre, mais à l'échelle minimale, c'est-à-dire que par rapport aux salariés, c'est-à-dire que c'est euh, à son avantage, grosso modo, c'est-à-dire que, imaginons la loi elle fixe un salaire minimal, hein, le SMIC, un salaire minimum IC, enfin je sais plus ce que ça veut dire. Mais voilà, c'est un salaire minimum grosso modo. Euh, mais par contre, le contrat de travail peut prévoir un salaire beaucoup plus avantageux, hein, bien sûr. Mais il faut pas que ça soit dans l'autre sens. En gros, c'est des minimums. Mais par contre, il n'y a pas de maximum, grosso modo. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, bien sûr, donc ça doit pas déroger à aucun article supérieur à tout ce qui est au-dessus du droit du travail. Il doit, voilà. Donc
Voilà, voilà, toutes les parties signataires du contrat de travail doivent être en pleine conscience et disposer d'un consentement à la fois libre et éclairé et non vicié lorsqu'ils le signent. C'est-à-dire qu'en gros, faut pas que ça soit, enfin, il faut que ce soit quelqu'un qui ait les facultés, on va dire mentales, hein, pour juger de, comment dire, pour faire la part des choses et savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. En gros, par exemple, un contrat de travail ne peut pas être contracté par une personne très déficiente, je ne sais pas moi, voilà, qui a des déficiences fortes. Il faut qu'il y ait une assistance ou voilà, quelqu'un de responsable légal de cette personne qui signe à sa place, hein. C'est ça que ça veut dire. Ou même pour les mineurs, hein. Pour les mineurs non émancipés, eh ben, ça doit être les parents qui doivent contracter avec l'accord du mineur aussi. Voilà. Donc il y a aussi cette condition-là, hein, assez importante, pour que le contrat de travail soit valide et accepté. Et voilà. Et puis bien sûr, un contrat de travail doit comporter diverses mentions obligatoires. Donc, quels sont, donc là, c'est ce que je vous dis, en plus des trois éléments minimaux qui font valeur, qui font foi à l'échelle de la justice, il y a des éléments, des mentions obligatoires qui sont plus à titre informatif, mais qui doivent figurer sur le contrat de travail pour que le salarié ait quand même toutes les informations à disposition pour s'engager dans le travail auquel il a été employé. Donc, c'est quoi par exemple? Bah, il y a les coordonnées de l'employeur et du salarié, par exemple. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment des trucs à titre, des informations, hein, c'est à titre informatif. Nature du poste occupé. Après, il y a quoi? Modalité de calcul de la rémunération, plus congé payé, CP, hein, congé payé, etc., etc. Donc voilà, il y a tous des éléments à titre informatif. C'est des mentions obligatoires. Il va figurer sur le contrat de travail. Et alors, il est aussi possible d'insérer différentes clauses facultatives dans un contrat de travail pour approfondir les conditions de travail. En effet, en général, ces clauses facultatives sont justifiées par la préservation des intérêts de l'entreprise. Alors, les plus courantes sont la clause de non-concurrence, donc c'est-à-dire qu'une fois que tu as travaillé dans mon entreprise, si tu démissionnes ou si tu vas voir ailleurs, tu n'as pas le droit d'aller dans ces entreprises pendant 10 ans, par exemple, pour pas que tu revendes nos technologies ou etc. Après, tu as la clause d'exclusivité. Donc c'est-à-dire qu'en plus, hein, de tout ça, en plus du contrat de travail, peut être joint des clauses éventuelles, hein, ça c'est facultatif, ça dépend au bon vouloir de l'employeur s'il désire protéger, préserver les intérêts de enfin, s'il désire faire prévaloir les intérêts de son entreprise. Donc il parle de plusieurs natures de clauses, hein. Donc il y a la clause de non-concurrence, hein, comme je viens de vous expliquer. Donc il vise à éviter toute fuite, hein, d'informations, on va dire, sensibles envers des entreprises concurrentes qui ne souhaiteraient que dépasser cette entreprise sur des aspects technologiques, par exemple. Après, il y a la clause d'exclusivité. Donc la clause d'exclusivité, c'est-à-dire que l'entreprise a l'exclusivité de ta personne pour une certaine durée. Ça veut dire que je crois que c'est une clause d'engagement en fait, hein. C'est-à-dire que si tu es en entreprise, tu t'engages pour y rester au moins 3 ans par exemple. Ou voilà. Après, il y a la clause de mobilité géographique. Donc, clause de mobilité géographique, ça veut dire que tu ne peux pas déroger à des déplacements dans un certain secteur fixé par cette clause, par exemple. C'est-à-dire que tu t'engages, si tu signes ton contrat de travail avec une clause de mobilité géographique, imaginons, tu es dans une entreprise à Paris et elle te dit, bah, dans cette clause de mobilité géographique, le jour où vous avez un déplacement, je ne sais pas, en Belgique, en Angleterre, dans ces deux pays ciblés, vous êtes obligé de vous déplacer. Pour le reste, vous faites ce que vous voulez. Bah, le jour où le salarié aura vraiment un déplacement en Angleterre de 7 jours, par exemple, et bah, il est obligé d'accepter, il peut pas refuser. À moins raison valable assez forte. Mais cette clause l'y engage, c'est un engagement. Ou encore la clause de dédit formation. Bon, ça c'est moins important. Mais voilà, ça c'est les clauses majeures qui existent. Et donc, bon, bien sûr, quand on a un contrat de travail, il y a une... voilà. Bon, bien sûr, contrat de travail, ça régit les obligations, hein, employeurs et salariés. Bon, bien sûr, l'employeur est tenu de fournir un travail dans le cadre de l'horaire établi.
verser le salaire correspondant au travail effectué, hein, c'est une obligation légale, respecter les autres éléments essentiels du contrat, donc qualification, le travail quand il est précisé dans le contrat, etc. Faire effectuer le travail dans le respect du code du travail et de la convention collective applicable à l'entreprise. Donc grosso modo, l'employeur est tenu à respecter ses engagements envers le salarié. Et de même, inversement, le salarié doit quant à lui satisfaire à ses engagements qui ont été établis dans le contrat de travail et les accords d'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'il doit observer les horaires de travail, hein, c'est-à-dire il doit être présent aux horaires prédéfinis. Il doit réaliser le travail demandé conformément aux instructions données. Il doit respecter les engagements mentionnés dans le contrat de travail lorsqu'il en existe un, les clauses du règlement intérieur. Donc oui, les entreprises, selon leur taille, peuvent avoir un règlement intérieur où il y a des règles en plus qui sont spécifiées à la manière d'un règlement d'école. Ne pas faire de concurrence déloyale à son employeur. Donc voilà, donc ça c'est les obligations du salarié. Vous voyez bien que c'est un contrat de... Alors c'est même plus qu'un contrat de confiance, hein, c'est un contrat qui lie l'employeur et le salarié via des obligations formalisées. Et maintenant je vais terminer je crois sur ça, et parce qu'après on n'ira pas plus loin. Ouais, je vais terminer donc là encore 2 minutes et j'aurai fini sur le chapitre et on aura fini. Donc là petit zoom sur la période d'essai. Bon bien sûr dans un contrat de travail, il y a une période d'essai. Voilà, donc en général, bon, après il y a des donc période d'essai donc constitue le moyen pour l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience. Et pour le salarié, d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. En effet, la période d'essai est un cadre légal beaucoup plus souple qui permet au salarié d'envisager une rupture sans conséquence. C'est-à-dire que si tu veux changer de boulot parce que tu te rends compte qu'il te plaît pas ou quoi, il faut le faire au plus vite possible dans la période d'essai, car bah, c'est beaucoup plus simple de quitter son emploi en période d'essai, hein, tout simplement. Parce que après, si la période d'essai est finie, il faut soit négocier une rupture conventionnelle, là c'est un peu la galère parce qu'il faut que les deux parties soient d'accord pour le faire, ou sinon, bah, t'as pas le droit à ton chômage, hein. Donc, c'est mieux de se rendre compte pendant sa période d'essai si ton travail te convient ou pas. Donc, alors, durée, alors, il y a quand même, la loi fixe des durées maximales à la période d'essai. Les durées maximales prévues par la loi. Alors, la durée maximale prévue par la loi pour les employés, c'est 2 mois. Pour les agents de maîtrise et techniciens, 3 mois. Et pour les cadres, 4 mois. Donc ça, c'est les durées maximales de période d'essai que peuvent imposer les employeurs à leurs salariés, nouvellement recrutés. Ensuite, apparemment, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche le prévoit aussi. Donc ça, c'est dans le code du travail. Donc selon les conventions collectives, on peut renouveler une période d'essai une fois, si la convention collective le dit. Mais s'il y a un renouvellement compris avec la période qu'il y a eu avant, le tout ne peut pas excéder 4 mois pour les employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 8 mois pour les cadres. Donc grosso modo, c'est pareil que la période d'essai, le renouvellement, les durées ne peuvent pas excéder les mêmes valeurs. Voilà. Bon, bah là je crois qu'on a tout dit. Rupture de la période d'essai. Donc là, c'est ce que j'ai dit, c'est assez simple à faire. Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat en cours au terme de la période d'essai d'une semaine, le salarié est prévenu. Ouais. Donc si c'est l'employeur qui met fin au contrat dans la période d'essai, si c'est l'employeur et pas le salarié, eh ben, l'employeur il est tenu de prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 et 1 mois de présence, entre 8 jours et 1 mois de présence, 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence. Donc, en grosso modo, plus ça fait longtemps qu'on est en période d'essai, plus l'employeur doit prévenir tôt le salarié qui va mettre fin à son contrat. Et ça, c'est valable que pendant la période d'essai. Donc voilà. Donc il y a des dispositions spécifiques qui permettent d'être favorable en fait envers le salarié et que de permettre une rupture douce. Mais par contre, l'employeur peut aussi lui-même plus facilement mettre fin à ton contrat aussi. C'est dans les deux sens encore une fois. Et on va finir bah, là, pour les clauses du contrat de travail, hein. Bon, là, c'est ce que j'ai dit. Clause de concurrence, clause de mobilité. Donc là, j'en ai déjà parlé. Suspension du contrat de travail. Donc, bien sûr, il y a 4 cas de force majeure. Lockout, c'est la fermeture temporaire de l'entreprise, hein, en réponse à un conflit collectif. Mise à pied disciplinaire ou activité partielle. Donc, c'est ça qui peut suspendre le contrat de travail. Donc, c'est des cas un peu exceptionnels quand même.
Et après, on peut modifier le contrat de travail, ce qu'on appelle faire un avenant. On peut faire ce qu'on appelle des avenants au contrat de travail pour modifier ce qui a déjà été établi. Par exemple, imaginons je sais pas, oula, j'ai ouvert plus de pages que prévu. On va supprimer. Oui. Si on fait, bon, je vais prendre un exemple, hein, si on, alors, bah, ouvrir la page. Si on prend, imaginons le contrat de travail initial, contrat de travail initial qui a été formulé au moment de l'embauche, il dit, eh ben, t'as un CDD pour d'une durée, je ne sais pas moi, de 4 mois. Eh ben, ce CDD peut être éventuellement renouvelé, par exemple, au bout de 2 mois. Si l'employeur constate que le salarié travaille bien et qu'il va encore le garder, eh ben, au bout de 2 mois, par exemple, l'employeur peut faire un avenant, ce qu'on appelle un avenant. L'employeur peut établir un avenant au contrat de travail, donc A-V-E-N-A-N-T. Ah, j'ai écrit une fois en trop. Et l'avenant bah, permet de stipuler de nouvelles dispositions au contrat de travail. Et par exemple, il peut dire bah, le CDD, eh bah, il dure plus 4 mois. Et donc là, on passe un CDD en tout de 8 mois. Ça, c'est possible. Ce qu'on appelle faire des avenants pour modifier le contrat de travail initial. Bon, par contre, bien sûr, il y a, selon la modification qui est faite, notamment au niveau de la rémunération, bah, il y a quand même un cadre légal assez fort là-dessus pour pas que n'importe quoi puisse être fait non plus, hein. Parce que sinon, l'employeur pourrait dire du jour au lendemain, bah maintenant je te paye moitié moins, maintenant que t'es engagé et que ta période d'essai est finie. Et comme ça, bah, légalement, l'employé est un petit peu tenu en laisse, hein. Donc pour ça, pour éviter justement ce genre de situation, en théorie, dans la loi, il est prévu des éléments. Euh, voilà. Mais si cela touche à voilà, un élément important essentiel, votre cohésion sociale et contrat, c'est-à-dire un élément sans lequel le salarié n'aurait pas accepté la relation, comme par exemple sa rémunération de fonction, il doit obtenir l'accord du salarié. Donc si par exemple du jour au lendemain ton employeur il dit bah ça te dérange pas, je te fais un avenant au contrat de travail, je divise ton salaire par deux, bah toi t'es totalement droit de dire bah non. Et tu signes pas et bah du coup ça passera jamais. Et l'employeur derrière ce refus il n'a aucun droit de te virer ou quoi, enfin ça n'a aucune valeur quoi ce qu'il a fait. Donc voilà, donc ça permet d'éviter les abus. Euh... Bon, par contre, donc ça, ce que je dis, ça marche si c'est une modification à un élément essentiel comme le salaire. Mais par contre, si la modification ne touche pas un élément important, l'employeur peut imposer la modification, car dans ce cas, il ne modifie que les conditions de travail, ce qui entre dans le cadre de son pouvoir de direction. C'est comme je disais tout à l'heure, dans les acteurs, l'employeur, il a un pouvoir de direction. Et donc du coup, par conséquent, bah, le refus du salarié d'un changement des conditions de travail constitue une non-exécution de ses obligations contractuelles. De ce fait, l'employeur, s'il le désire, pourra le sanctionner en engageant une procédure de licenciement. Le salarié doit donner son accord. Donc voilà, mais donc ça, c'est si ça touche pas la rémunération, quoi, hein, ça a des éléments, si ça touche à des éléments moins importants, surtout le contrat de travail, ce qui, bon, peut être compréhensif. Ça va du coup pour le contrat de travail? Je pense qu'on peut. Ouais, ça va. Ça va, c'est compris. Bon, bah nickel, hein. Bon, là, j'ai un peu dit l'essentiel, hein. J'ai pas non plus tout lu, mais j'ai lu les points qui me semblent plus importants d'avoir à la connaissance. Et après, là, la prof, elle avait dit de s'arrêter ici parce que à la deuxième partie, les autres formes d'engagement, on l'avait vu vite fait à la fin, mais comme on l'a vu assez rapidement, elle avait dit de pas le travailler, ça. Donc là, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est au programme de l'interro, et tout ce qui est après, donc la deuxième partie, les autres formes d'engagement qu'on n'a pas vu, c'est pas au programme, hein, ça, c'est pour l'interro final, parce qu'on a deux interros. Là, c'est une interro intermédiaire. Et après, l'interro final, ça sera sur tout ce qu'on va voir après, qui se situera à la dernière séance, hein. Donc voilà, est-ce que avant de finir, vous voulez qu'on revoie un truc en particulier? Vous avez des questions? Bah, en vrai, ça va, hein. Ça va? Ça a aidé quand même, ça a rafraîchi la mémoire? Bah, ça a appris ce qu'on a fait parce que j'avais rien suivi du tout, hein. Ouais, et ça va, c'est clair, enfin, Oui, ça tu, va. tu vois le truc. C'est compris.
On était déjà sur plateau pendant le cours. Ouais, non, mais ouais, ce genre de cours, hein. En général, c'est bien de faire surtout quand il y a des interros comme ça, rafraîchir la mémoire parce que, ouais. Non, et puis surtout, encore une fois, là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour cet interro parce qu'on n'est pas là pour être des experts en juridique ou enfin connaître les articles de loi ou quoi. Non, ça on s'en fout, hein. Il n'y a aucun article de loi ou quoi à connaître. Parce que de toute façon, s'il y a des articles de loi appliqués, par exemple de code du travail, bah, ça sera donné en annexe, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut juste, c'est d'avoir juste les éléments que je vous ai présentés et beaucoup de bon sens, hein, tout simplement, hein. Ça va être beaucoup de bon sens, hein, tout simplement, dans l'interro, parce que ce sera des études de cas en majeure partie. Et sinon, concernant les questions de cours, parce qu'il y en aura certainement quelques-unes, les questions de cours, elles sont très ciblées sur la hiérarchie des normes et sur ce que je vous expliquais avec son inversion et les acteurs du code du travail, hein. C'est vraiment ces éléments-là qui pourront être très potentiellement qui vont très potentiellement figurer en fait dans les questions de cours. Donc ouais, il faut vraiment, si vous avez vraiment un truc, si vous voulez vous imprégner d'un truc, l'apprendre par cœur ou quoi, c'est vraiment la hiérarchie des normes, son principe de fonctionnement, comme j'ai expliqué, et en quoi l'inversion de la hiérarchie des normes a changé les choses, notamment sur le principe de faveur envers le salarié qui aujourd'hui n'est plus d'actualité, où l'employeur en gros peut négocier des dispositions plus favorables pour lui et la santé économique de son entreprise entre guillemets, quitte, enfin au détriment des salariés, de leur rémunération, etc. quoi, ou de leurs droits tout simplement. Voilà, c'est vraiment ça qu'il y a à retenir. Euh, Le chapitre 1, quoi, du coup. Ouais, c'est le chapitre 1, voilà, il est fondamental. Après, dans les deux autres chapitres, s'il y a une chose à retenir pour chacun des autres chapitres, chapitre 2, c'est juste un zoom sur l'entretien d'embauche. Ou ce qu'il faut savoir, c'est que si on a une étude de cas ou quoi sur ça, c'est vraiment cibler les discriminations qu'il pourrait y avoir dans les offres de travail, ou alors pour avoir une problématique sur les délais de réponse, hein. Donc cibler si la réponse de l'employeur est trop, enfin du recruteur est trop longue, etc. Dans certains cas spécifiques, on peut invoquer certains articles de loi pour éventuellement aller au tribunal. Bon, en pratique, on le fait pas parce que ça sert à rien, ça mènera nulle part et tu dépenseras tout ton argent dans les frais d'avocat, tout ça, mais en théorie, ça peut être faisable, quoi. Donc c'est éventuellement sur ce genre de choses qu'il faut savoir des choses. Et que bien sûr, encore une fois, c'est un équilibre entre la liberté de choix de la part du recruteur sur la base de critères de recrutement qu'il choisit et tout simplement le respect de l'être du candidat, en étant juste, hein, en ayant une décision juste envers lui, c'est-à-dire en appréciant sa personne dans son ensemble et non pas sur des critères ratios, enfin ou en tout cas discriminatoires. Voilà. C'est ça qui est important de savoir pour le chapitre 2, ça va? Ouais. Et le chapitre 3 zoom sur le contrat de travail, qui est la première strate de la hiérarchie des normes. Donc il faut bien situer que c'est la première strate de la hiérarchie des normes, donc ça impose des choses, notamment le fait que ça doit respecter toutes les strates législatives supérieures, et qu'il fait foi, enfin que c'est un document légal, enfin qui a une valeur juridique, à partir du moment où il est quand même écrit et signé par les parties intéressées, et oui, il y a les éléments cités ici présents dans le contrat. Et après, à partir de là, on peut faire des avenants au contrat de travail selon certains critères aussi que j'ai expliqué sur la fin. Voilà, on peut modifier, mais on peut pas faire non plus tout et n'importe quoi. Il y a le code du travail qui est là encore une fois pour veiller sur ça. Et en annexe Par du contrat exemple, de travail, on peut fixer des clauses, voilà, selon les entreprises et les intérêts que l'entreprise a à préserver. Je ne sais pas, une technologie secrète, hein, qu'elle développerait en secret, enfin en cachette, quoi, et qu'elle ne voudrait pas qu'elle soit divulguée chez d'autres entreprises. En général, c'est ça, hein, c'est vraiment garder les secrets dans l'entreprise, quoi. imaginons que je trouve la pyramide du chapitre 1 avec tous les détails, que elle se retrouve imprimée entre deux feuilles pendant le DS. Ça va? Ouais, bah ça peut être un bon plan, ça. En vrai. Imaginons. C'est simple supposition, bien sûr. Après, Mais en soi, oui, voilà, Au pire, tu la mets en fond d'écran. Ça peut être une prostrate aussi. Ouais. ça, c'est génial. Mais en gros, voilà, si vous avez vraiment un truc, ouais, à savoir, c'est la hiérarchie des normes et détaillée, voilà. Parce que là, bon, là, c'est simple. Moi, j'ai mis toutes les explications que je vous ai dites à l'oral et un peu écrites. Mais c'est la hiérarchie des normes avec toutes les explications associées. C'est vraiment ça l'élément, enfin, la base sur laquelle se reposer pour résoudre les problèmes de droit du travail, hein. Ça va? Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ok. Et on aura tout revu, hein, du coup, on aura tout balayé. Bon, en 1 heure 9, ça va. Bon, ça reste raisonnable.
Bon, moi, on a tout détaillé, hein. Là, franchement, on aura vu l'essentiel quand même et tout aura été expliqué, hein, je pense. Merci, Clem. Bah voilà, bah écoutez, de rien, passez une bonne soirée et puis de toute façon, je vais poster Bah, la toi aussi, hein. rediff sur YouTube hein, pour les autres.